Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit test de processeur, on va s'intéresser à Zen 4 aujourd'hui avec le 7700X, allons-y, c'est parti. Alors dans la petite histoire des processeurs, eh bien Ryzen dans son ensemble, c'est quand même le grand retour en force d'AMD après une génération FX qui était quand même assez compliquée dans l'ensemble. Et c'est vrai que depuis cette première génération de Ryzen, eh bien AMD a quand même réussi à faire évoluer l'architecture de façon assez rapide et de façon assez spectaculaire, puisque comme on l'a vu il y a pas très longtemps, dans un premier temps les Ryzen 1000, ça avait surtout permis à AMD de revenir sur tout ce qui était applicatif. Au niveau du gaming, bon, on revenait de loin aussi, mais on était quand même encore un bon cran derrière les processeurs d'Intel à la même période. Zen 2, ça avait permis de mettre encore une fois un coup d'accélérateur, principalement sur le nombre de corps qui avait été multiplié, et c'est là qu'AMD avait commencé à appuyer sa dominance sur tout ce qui était applicatif. Et au niveau du gaming, on commençait à arriver de plus en plus proche de ce que proposait Intel, mais on était encore un tout petit cran en dessous. Et avec Zen 3, donc les Ryzen 5000, eh bien c'est là qu'AMD est passé devant Intel, que ce soit du côté de l'applicatif, mais aussi du côté du gaming, même si dans l'ensemble, par rapport à la génération 10-11 chez Intel, au niveau du gaming, il y avait une petite avance, mais c'était vraiment d'une très courte tête du côté d'AMD. Dans l'ensemble, on pouvait dire que c'était vraiment équivalent. Alors AMD a été en grande partie aidé par TSMC qui, grâce à ses diverses évolutions sur les process de fabrication, eh bien, a permis à AMD de toujours être à la pointe sur leur techno, pendant qu'Intel de son côté pataugeait quand même pas mal avec son passage vers le 10 nanomètres, et c'est là qu'on a vu apparaître pendant plusieurs années le 14 nanomètres plus, qui n'en finissait pas jusqu'à la génération 12 chez Intel qui est sortie l'année dernière. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, ça a permis à AMD de rattraper son retard. Alors les process de fabrication de chez TSMC, c'est très bien, ça donne très certainement un avantage à AMD par certains côtés, mais en vrai c'est aussi parce que l'architecture est performante, puisque bon, si AMD avait juste porté les FX sur les process de TSMC, ça aurait toujours été des processeurs plutôt bancals. Mais bon, ça c'est la partie historique assez rapide sur ce qui s'est passé ces dernières années, mais si on revient à Zen 4, eh bien c'est quand même une étape assez importante, puisque c'est la première fois depuis l'arrivée de l'architecture Zen sur le marché que l'on change de plateforme du côté du grand public, puisque pour AMD on passe de l'AM4 à l'AM5. Et l'AM5, eh bien, ça veut aussi dire un nouveau socket, puisque l'on passe du PGA au LGA, ce qui veut dire que les pins sur le CPU, c'est maintenant terminé, ils sont maintenant directement sur la carte mère, un petit peu ce que fait Intel depuis maintenant de très nombreuses années. Et à titre personnel, je préfère cette approche-là plutôt que les pins directement sur le processeur, puisqu'au niveau des manipulations, principalement en froid, par exemple quand vous essayez de démonter un ventirad avec un processeur qui n'a pas tourné depuis un bon moment, parfois, c'est quand même assez stressant, il faut être assez vigilant, puisque c'est très simple sur la plateforme AM4 de se retrouver avec un processeur collé sur le ventirad au moment de l'enlever, ce qui peut parfois malheureusement amener à des pins tordus. Ici, normalement, on ne devrait pas avoir ce problème. Après, ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas malheureusement tomber sur des cartes mères avec des pins tordus. On déplace le problème, mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est souvent moins problématique, et c'est vrai que par exemple, pour acheter un processeur d'occasion, du coup, c'est quand même beaucoup plus simple, et la plupart du temps, les processeurs sont quand même très fiables. C'est très rare de tomber sur un processeur défectueux, d'autant plus quand les pins ne sont plus dessus. Et malheureusement, qui dit changement de plateforme, ça veut aussi dire obligation de passer à la caisse, puisque c'est un nouveau chipset, c'est un nouveau socket, et on a également un passage obligatoire de la DDR4 à la DDR5. Et le gros problème de la DDR5, comme vous le savez sûrement, c'est principalement son tarif encore à l'heure actuelle, qui reste bien plus élevé que celui de la DDR4, même si le prix de la DDR5 est quand même en chute constante au fil du temps. Et au niveau des chipsets, justement, on a en fait deux familles de chipsets pour cette première génération sur AM5. On a le X670 et le B650, qui existent tous les deux également en version extrêmement cher, comme on aime le dire, pour la petite blague. Mais c'est vrai que dans les grandes lignes, ça change surtout la gestion des lignes PCI Express, avec des splits différents selon les cartes et les chipsets. Ce qui nous amène parfois dans une situation assez étrange, avec par exemple le X670 qui possède moins de lignes PCI Express 5.0 que le B650 Extreme, mais qui a des features en plus côté USB ou SATA pour le X670 par rapport au B650 Extreme. Et inversement, le X670 a plus de lignes PCI Express 4.0 que le B650 Extreme.
Enfin bref, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus simple. Heureusement, on a des petits documents comme celui que je vous montre actuellement qui permet d'y voir un petit peu plus clair. Mais faites vraiment attention à vos besoins côté chipset, côté ligne PC Express quand vous allez vouloir acheter une carte mère en AM5, puisque du coup, ça peut varier fortement d'une carte à l'autre selon le chipset qui est à l'intérieur. Après, en dehors de ça, au niveau des performances du processeur, comme bien souvent, le chipset, que vous preniez le plus cher ou le moins cher, vous aurez une différence de performance d'environ 0%. C'est pas vraiment ça qui doit dicter votre décision d'achat envers une carte mère plutôt qu'une autre. C'est plus au niveau des features et aussi selon le processeur que vous allez vouloir acheter, l'étage d'alimentation qui doit être plus ou moins costaud. Bien évidemment, si vous prenez un petit 6-core, vous n'aurez pas forcément les mêmes besoins de ce côté-là qu'avec un 16-core, 32 threads, où il faudra quand même quelque chose d'un petit peu plus costaud, même si, normalement, toutes les cartes mères sont capables de faire tourner tous les processeurs de la gamme à stock. Parfois, il vaut mieux être un petit peu plus prudent. Et comme d'habitude chez AMD, il n'y a pas de limitation du côté de l'overclocking. Toutes les cartes mères sont capables d'overclocker le processeur, plus ou moins bien après. Et pareil en ce qui concerne la RAM, que vous preniez du B650, le plus bas de gamme, ou du X670 extrême, vous pourrez overclocker le processeur et la RAM. Bon, évidemment, c'est sans prendre en compte que pour cette première salve de processeur, au niveau de la marge d'overclocking, il n'y a pas grand chose à faire en vrai. Et en ce qui concerne l'architecture de ce Zen 4, le gros changement par rapport à Zen 3, c'est principalement la nouvelle finesse de gravure, puisque l'on passe du 7N de chez TSMC qui avait servi sur Zen 2 et Zen 3 au 5N, toujours chez TSMC, qui permet du coup de bien plus haute fréquence ici. Il y a également quelques améliorations sur les corps eux-mêmes qui permettent, selon AMD, d'obtenir environ 13% de gain au niveau de l'IPC par rapport à Zen 3. Alors l'IPC, ce sont les instructions par cycle, et en gros c'est l'efficacité d'une architecture vis-à-vis d'une autre à fréquence égale. Quand on parle d'un gain d'IPC, ça veut dire qu'on va mettre d'un côté Zen 3 et de l'autre côté Zen 4 à la même fréquence. On fait des tests, et en moyenne, Zen 4 permet d'avoir 13% de performance en plus. Et l'autre gros point, selon les utilisations avec Zen 4, c'est l'arrivée de l'AVX 512, qui était aussi présent chez Intel au moment du lancement de la génération 12, mais qui s'est fait dégager par la suite, et qui n'est plus présent à l'heure actuelle, par exemple sur la génération 13. Mais bon, cette histoire d'AVX 512 sur la plateforme Intel, on aura l'occasion d'en reparler quand on fera le test de la génération 13 justement. Sinon, l'AVX 512, c'est un jeu d'instructions comme on en a plusieurs autres sur les processeurs, et ça permet en gros de mieux traiter certaines tâches ou informations. On va pas trop rentrer dans les détails ici. Le point important sur l'implémentation de l'AVX 512 sur Zen 4, c'est que ce n'est pas justement une implémentation brute de l'AVX 512, mais AMD a choisi en gros de plus ou moins fusionner deux unités AVX de 156 bits, ce qui rend l'implémentation du coup un petit peu plus simple. Par contre, au niveau du gain de performance potentiel, c'est forcément un petit peu moins élevé que si c'était une unité AVX 512 plus classique. Et en réalité, Intel a déjà procédé de la même manière sur certaines implémentations de l'AVX 512 sur certains de ses processeurs. Donc c'est pas vraiment une nouveauté ici du côté d'AMD de procéder de la sorte. Et comme sur Zen 4 on est toujours sur une approche à base de chiplets, on a également l'IO Die qui a été retravaillé pour cette nouvelle génération. Et la nouveauté la plus intéressante pour l'utilisateur final ici avec ce nouvel IO Die, c'est que l'on a maintenant une partie graphique intégrée directement dans celui-ci. Partie graphique qui est sur base de RDNA2 qui permet principalement de faire de la 2D, mais aussi de l'encodage, décodage de vidéos en hardware. Alors au niveau de la puissance de cette partie graphique, ça permettra sûrement de faire tourner quelques vieilleries et des jeux 1D ou des jeux en 2D, ça devrait pas poser de problème, mais ça reste quand même un bon cran en dessous de ce qu'on peut retrouver sur les APU de la génération précédente. Par exemple au niveau de la performance brute, on est quand même assez loin d'un 5600G ou d'un 5700G, mais le gros avantage d'avoir mis ça dans l'IO Die, c'est que ça permet d'avoir cette partie graphique sur toutes les puces, et c'est toujours bon à prendre, puisque ça peut toujours servir à dépanner ou diagnostiquer une panne quand quelque chose ne va pas ou quand on n'a pas un GPU sous la main. Sinon, au niveau de la gamme Zen 4 actuelle, en dehors de toutes les rumeurs que l'on a actuellement sur du 7700 non X et d'autres modèles qui pourraient débarquer à un moment ou à un autre, principalement des modèles un petit peu moins chers que ceux que l'on a ici, et en dehors même du 7000 X3D qui devra arriver en début d'année prochaine, pour le moment on a uniquement 4 processeurs de disponibles.
Et au niveau de ces processeurs, eh bien c'est du classique, hein, puisqu'on a toujours le 7950X qui est le plus gros processeur chez AMD actuellement sur la gamme grand public, c'est toujours du 16 core, 32 threads. Le 7900X, c'est toujours du 12 core, 24 threads. Le 7700X, c'est un 8 core, 16 threads. Le 7600X, un 6 core, 12 threads. Et l'autre nouveauté qui fait un petit peu moins plaisir sur cette nouvelle génération, eh bien c'est qu'on a aussi une augmentation de la consommation sur la plupart des processeurs actuels par rapport à la génération précédente. Le TDP est en augmentation à gamme égale de façon plus ou moins importante. Donc très clairement ici, AMD a vraiment choisi de pousser ses nouveaux processeurs le plus haut possible afin de grappiller le moindre pourcentage de performance en plus. Alors c'est une tendance générale, hein, que ce soit AMD, Intel ou Nvidia, toutes les nouvelles sorties de matériel hardware sur PC à l'heure actuelle sont un petit peu dans la même approche. On essaye d'avoir le plus de performance possible à stock en poussant la consommation le plus haut possible, hein. C'est un des leviers utilisables pour apparaître premier dans les benchmarks. Le gros problème, eh bien, c'est que pour l'utilisateur final, ça veut dire plus de consommation et des températures en hausse aussi. Et c'est pas franchement une tendance personnellement que j'apprécie. Je préférerais avoir quelque chose de plus raisonnable dans l'ensemble, avec possibilité de pousser plus loin pour ceux qui en ont envie, plutôt que d'avoir l'inverse ici. On nous overclock en gros notre matériel d'origine, et après c'est à nous de mettre quelque chose de moins gourmand pour arriver à quelque chose de plus raisonnable. Bon, moi je préfère l'option inverse. Et en parlant de chauffe, justement, eh bien, c'est un des gros points qui a le plus surpris sur Zen 4, et je pense qu'AMD aurait peut-être dû mieux communiquer sur le sujet avant de lancer justement ces nouveaux processeurs. Beaucoup se voient surpris de retrouver par exemple même le 7600X en pleine charge, aller chercher les 95 degrés en fonctionnement, comme tout le reste de la gamme. Alors selon AMD, eh bien, c'est le comportement normal de ces nouveaux processeurs, et ça ne présenterait pas, selon eux, de problème de dégradation ou de panne potentielle, même en utilisation H24, et même sur la longueur. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est difficile à dire. Combien d'années ça prendrait pour se détériorer à cette température-là par rapport à une utilisation plus classique ou à des températures moindres? Aucune idée, hein. Mais bon, selon AMD toujours, hein, l'approche ici c'est d'aller chercher la température de jonction maximale, le TJ max, et celle-ci est à 95 degrés, et de s'y maintenir afin de grappiller le plus de performance possible. On atteint donc une limite de température avant d'atteindre une limite de consommation. Alors après, les 95 degrés dont on entend parler, hein, c'est pas la température maximale que l'on peut atteindre avec ces nouveaux processeurs. Je dirais c'est un petit peu la température de croisière qu'ils cherchent à atteindre. Et c'est vrai que même quand il fonctionne à 95 degrés, eh bien on ne rencontre pas de throttling. Donc 95 degrés, c'est une température très élevée, mais c'est pas pour autant que le processeur va diminuer ses performances pour essayer de se maintenir à un niveau en dessous des 95 degrés. Ça arrivera quand on va arriver à plus de 100 degrés par exemple, où là le processeur va effectivement se limiter justement pour baisser sa température. Et de ce côté-là, c'est un petit peu différent de ce qu'on a du côté de chez Intel, puisque par exemple, sur la génération 12 ou 13 chez Intel, si on prend les processeurs les plus gros, le 12900K et le 13900K, on atteint aussi assez facilement les 95 degrés, voire 100 degrés dans certains cas. La différence ici, eh bien, c'est que les processeurs Intel, eux, vont throttler et vont chercher à redescendre leur fréquence pour baisser en température. Sur les processeurs d'AMD ici, ce ne sera pas le cas. Alors après, personnellement, que ce soit AMD ou Intel, sur le sujet, je trouve ça complètement débile. C'est une bataille de zizi, comme je le dis assez régulièrement, pour essayer d'avoir la couronne des performances dans les benchmarks, alors qu'en réalité, pour les deux marques, si on limite la consommation à quelque chose de plus raisonnable, on ne perd généralement que quelques pourcents de performance en applicatif principalement, et en gaming, on perd limite 0% de performance, puisqu'en jeu, les processeurs de toute façon ne vont jamais tourner avec tous les corps à 100%. Donc pour les deux marques, quand on parle de consommation et de chauffe élevée, la plupart du temps c'est uniquement en applicatif quand on va utiliser tous les corps à fond de balle, ce qui n'est jamais le cas en gaming jusqu'ici. Ça peut arriver par contre en gaming quand on a la compilation des shaders en arrière-plan par exemple, c'est là que le processeur pourrait tourner à fond de balle, même dans une config orientée gamer, donc il faut quand même avoir un système de refroidissement plus ou moins adapté au processeur que vous allez acheter. Et sur cette gamme Ryzen 7000, AMD a eu la bonne idée de rajouter un mode Eco à Ryzen Master pour limiter la consommation justement du processeur en charge. Et je vous invite vraiment à l'utiliser, puisque concrètement, pour du gaming principalement, ça ne change quasiment rien, et en applicatif, c'est vraiment l'histoire de quelques pourcents
Par contre, au niveau de la conso et de la chauffe, vous allez le sentir passer. Mais bref, ça c'était tout ce qui était un petit peu théorique, on va passer maintenant un petit peu plus dans le concret. Et aujourd'hui, on s'intéresse, comme vous le savez, plus particulièrement au Ryzen 7700X, qui se situe plus ou moins au milieu de la gamme sur ces nouveaux processeurs. Milieu de gamme qui reste quand même à un tarif assez élevé, puisqu'en Europe, on le trouve la plupart du temps aux alentours des 500 € depuis sa sortie. Personnellement, moi je l'ai eu à 400 € parce qu'il y avait une erreur de prix sur Amazon le jour de la sortie, puisque moi à la base, je partais pour acheter un 7600X, que je trouvais déjà beaucoup trop cher, à 370 balles environ. Alors pour 30 balles de plus, comme j'avais possibilité de prendre le 7700X, la question se posait plus trop. Mais bon, c'est vrai que là, d'emblée, 500 € pour un 7700X, quand on voit la génération 13 d'Intel qui vient d'arriver avec le 13600K, qui va offrir très probablement de meilleures performances applicatives que le 7700X, et des performances en gaming qui sont très probablement assez proches l'un par rapport à l'autre. Le 13600K par contre lui il coûte 100 balles de moins, c'est quand même assez compliqué ici pour AMD du côté du placement tarifaire. Et c'est pareil en ce qui concerne la carte mère, perso la moins chère que j'ai trouvée, et j'ai mis beaucoup de temps à en trouver une à un tarif que j'estimais correct, eh bien c'est une MSI Pro B650p Wi-Fi, et concrètement c'est beaucoup trop cher pour ce que ça propose au niveau des prestations. 250 € pour une carte mère de ce type, personnellement je trouve que c'est du vol, ça ne les vaut pas du tout. En ce qui concerne la RAM, eh bien ici c'est un kit de DDR5, donc c'est 2 x 16 Go de Patriot Viper à 6000 MHz en CAS 36, et le gros problème c'est que je n'ai jamais réussi à faire tourner ce kit de RAM à 6000 MHz sur ma plateforme AM5. Et j'ai un petit peu essayé tout ce que je pouvais essayer de faire pour résoudre le problème, que ce soit mettre un gros voltage de bourrin ou mettre des timings un petit peu moins agressifs, je dirais, il n'y avait pas moyen. Par contre, sur la plateforme Intel, ça passait à 6000 MHz avec les timings d'origine sans trop de soucis avec le 12600K ou avec le 13600K que je suis en train de tester en ce moment. Donc, est-ce que ça vient de la carte mère? Est-ce que ça vient du BIOS qui est un petit peu trop jeune? Est-ce que ça vient du processeur et de son contrôleur mémoire? D'où vient le problème exactement ici avec la RAM? J'en sais rien. Toujours est-il que du coup j'ai fait tous mes tests à 5800 MHz où là ça passait sans souci. Du coup faites quand même attention quand vous allez acheter un kit de DDR5 pour la plateforme AM5, essayez vraiment d'acheter un kit certifié Expo. Expo c'est le XMP d'AMD en gros, qui vous permet du coup d'être certain de pouvoir fonctionner avec la fréquence annoncée par le fabricant de votre RAM, avec votre plateforme AM5. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'AMD avait fourni de la RAM à tous les testeurs officiels de la plateforme AM5 pour être sûr de ne pas rencontrer de problème, puisque moi comme j'avais acheté ma RAM avant la sortie de la M5, pour l'instant je ne peux que constater que celle-ci ne fonctionne pas à 6000 MHz alors qu'elle est censée le faire et qu'elle le fait très bien sur la plateforme Intel. Et vu le tarif que j'ai payé à l'époque, j'ai pas vraiment envie de repasser à la caisse pour acheter un autre kit de DDR5, c'est bien trop cher encore pour l'instant. Autre souci de jeunesse pour cette plateforme AM5, c'est les BIOS, c'est les toutes premières versions pour la plupart sur la grande majorité des cartes mères, et il y avait vraiment un souci au niveau de la compatibilité des RTX 4090 avec la M5. Ma carte mère de chez MSI, le problème c'est qu'en gros, la 4090 était bloquée en PCI Express 1.0 à l'utilisation, ce qui fait que quand j'avais commencé à tester au niveau des performances, c'était pas terrible. Et c'est vrai que pour le coup, MSI a pas l'air vraiment très pressé de mettre en avant les BIOS bêta sur son site, puisque pour aller chercher les BIOS bêta qui du coup permettent d'utiliser la 4090 dans des conditions normales, et apparemment ça aide un petit peu au niveau de la RAM, alors pour moi ça a rien changé au niveau de la RAM, concrètement il y aurait moyen de faire plus simple du côté de chez MSI pour se procurer ces bêta BIOS, là il faut aller sur un site. En gros, il faut ensuite utiliser le numéro de série de sa carte mère pour essayer de trouver le bon BIOS qui correspond. C'est vraiment pas très pratique, il y a quand même moyen de faire bien mieux. Par contre, une fois que toutes ces petites choses ont été réglées entre guillemets, ou pas réglées en ce qui concerne la vitesse de la RAM, tout fonctionnait de manière plutôt correcte, il n'y a pas grand chose à dire en dehors de ça au niveau de la carte mère en elle-même ou de la plateforme, ça fonctionne, ça fait le taf, tout était plutôt normal par la suite. Et en ce qui concerne les autres plateformes avec les autres processeurs, tout sera détaillé dans la description de la vidéo. Je ne vais pas détailler toutes les plateformes ici, ça prendrait trop de temps, la vidéo risque déjà d'être assez longue comme ça. Donc si ça vous intéresse, allez regarder en dessous. Et comme je viens de le dire, tous les tests ont été faits avec la RTX 4090, ce qui veut dire aussi que l'on a quand même pas mal de jeux où on atteint le bottleneck du processeur, on va dire, mais pas que, parce que des fois c'est pas juste le processeur qui bloque,
Ça peut être le processeur, ça peut être le moteur du jeu, parfois il y a un cap de FPS maximum sur un jeu que l'on ne peut pas vraiment débloquer, ça arrive aussi, et parfois c'est aussi les drivers qui ne permettent pas d'aller à un niveau plus élevé de performance. Et c'est vrai aussi que quand on utilise la 4090 pour faire des tests de processeur, eh bien on commence à avoir de gros écarts entre des processeurs un petit peu plus anciens et des processeurs plus récents, mais encore une fois c'est une situation un petit peu extrême. Quand on va utiliser la 4090 en 1080p ou même en 1440p, eh bien on n'exploite pas vraiment le GPU à fond de balle. C'est souvent, comme je le disais juste avant, soit le processeur, soit le moteur du jeu, ou les drivers qui ne permettent pas d'aller à un niveau de performance plus élevé. Malgré tout, ça montre aussi que quand on veut utiliser la 4090, ou peut-être l'équivalent de chez AMD qui devrait débarquer incessamment sous peu, eh bien il vaut mieux aussi avoir un processeur relativement récent, sinon vous sous-exploitez votre nouveau GPU payé à un tarif probablement très très élevé. Mais du coup, ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous êtes par exemple sur une 3080 ou une 6800 XT, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter le dernier processeur ultra haut de gamme qui coûte assez cher pour pouvoir exploiter votre GPU pleinement, puisqu'ici, vous n'allez pas atteindre les mêmes performances que les derniers GPU qui viennent de sortir. Ce qui veut dire aussi qu'accessoirement, les futurs GPU au milieu de gamme qui vont sortir par la suite n'auront pas non plus forcément besoin d'un processeur absolument incroyable pour être exploité dans de bonnes conditions, puisque là, on atteindra la limite du GPU avant d'atteindre la limite du processeur. Donc, c'est une question d'équilibre ici, encore une fois. Par contre, au niveau de la liste des jeux qui sont utilisés, alors c'est pas forcément uniquement des AAA comme ça pourrait être le cas dans un test de GPU, puisque justement, on cherche à tester le processeur ici, et la plupart des gros titres les plus gourmands graphiquement, c'est souvent plus le GPU qui va limiter avant le processeur, donc on a un petit mélange de jeux ici, et quelques-uns qui sont plus fortement limités par le processeur que par le GPU. Donc c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit quand vous allez voir le récapitulatif des performances, on a quand même une liste de jeux assez spécifiques qui vont être plus demandeuses du côté du processeur, du coup, eh bien l'écart de performance dans des jeux plus classiques, plus gourmands côté GPU justement, on n'aurait pas la même chose. Et donc on commence comme d'habitude avec N-Break. Alors N-Break c'est de l'encodage en H264 et H265, et ici on note que le 7700X s'en sort vraiment plutôt pas mal. Si on compare ça aux 8 corps de la génération précédente avec le 5800X 3D, qui est certes un petit peu plus lent que le 5800X tout court sur ce type de tâche, on note quand même qu'il y a une belle évolution au niveau des performances. On note aussi qu'on est un petit peu plus rapide que le 12600K, et comparé au Ryzen 5600 et 3600, on est évidemment un bon cran au-dessus. Et on enchaîne avec Blender Open Data, et ici encore une fois, le 7700X arrive devant tous les autres processeurs du panel, avec une avance relativement confortable même par rapport au 12600K. Encore une fois, on voit que d'une génération à l'autre, entre le 5800X 3D et le 7700X, en ce qui concerne l'applicatif, le 7700X est quand même un bon cran au-dessus. Et en ce qui concerne V-Ray, c'est un petit peu la même chose ici, le 7700X s'en sort plutôt pas mal. Comparé au 5800X 3D, c'est quand même un joli gap de performance d'une génération à l'autre. On enchaîne maintenant avec Factorio, et au niveau des performances demandées ici, c'est quasiment simplement du monocore, et on voit que sur ce jeu-là, le 5800X 3D est vraiment à la fête. Bon, ça on le sait, c'est un des jeux où le 5800X 3D est vraiment très bon, grâce à son gros cache de niveau 3. Ici, pas de grosse surprise, il met quand même une jolie petite claque au 7700X. On retrouve le 12600K en deuxième position, le 7700X en troisième et le Ryzen 5600 derrière, suivi par le 3600 qui est un bon cran moins rapide. En ce qui concerne Stellaris, alors Stellaris c'est un 4X, c'est un type de jeu bien particulier. Ici ce que l'on compte c'est le nombre de jours passés en un temps donné, ce qui donne en gros la rapidité du processeur par rapport à un autre, donc au plus gros le score est, au mieux c'est. Et ici encore une fois c'est le 5800X 3D qui mène la danse, puisqu'il arrive quand même un petit cran au-dessus du 7700X, mais là-dessus il est pas très loin derrière. Si on compare aux anciennes générations, par exemple le Ryzen 5600, quand on sait que Stellaris c'est quasiment du monocore, on a quand même un joli gap générationnel sur ce jeu-là, et on est quand même un bon cran au-dessus du 12600K aussi. Et on enchaîne maintenant avec les jeux un petit peu plus classiques avec Age of Empires 4, ici en Medium. Alors on note quand même que d'une génération à l'autre, même par rapport au 5800X 3D, sur ce jeu-là, le Ryzen 7700X s'en sort vraiment plutôt pas mal, puisque c'est quand même une jolie évolution au niveau des performances. Même en 1440p, il est quand même un bon cran au-dessus, même par rapport au Core 12 de chez Intel qui était
plutôt à l'aise sur ce jeu auparavant comparé à la gamme d'AMD. Et bien évidemment, comme bien souvent, une fois qu'on arrive en 4K, les différences sont plutôt minimes dans l'ensemble, et au final, même le 3600 est pas très loin derrière les autres processeurs en 4K. On enchaîne ensuite avec Assetto Corsa Competition en détail élevé, et ici, comme d'habitude, on le sait, le X3D s'en sort vraiment très bien sur ce jeu-là. Encore une fois, le 7700X ne peut pas lutter. Par contre, on note que entre les Ryzen 5000 et les 7000, on a quand même une belle évolution des performances, et en ce qui concerne le 12600K, il est quand même un petit cran derrière sur ce jeu-là. Ensuite, on a Battlefield 2042, alors évidemment en 1080p et 1440p, on a un bel écart de performance pour les processeurs de nouvelle génération par rapport aux 5600 et aux 3600. Bien évidemment, une fois qu'on arrive en 4K, la différence est plutôt minime. Malgré tout, il reste quand même plus performant que les anciens processeurs, même en 4K. En ce qui concerne Cyberpunk 2077, c'est plus ou moins équivalent aux performances du 5800X 3D ici pour le 7700X. Quand même une belle augmentation des performances par rapport à la génération 5000. Et on voit que dans les grandes lignes ici, le 7700X fait plus ou moins jeu égal avec le 12600K, tout en sachant que le jeu préfère de base les processeurs de chez Intel, et la différence sera certainement plus marquée pour l'architecture Core, quand on verra le 13600K. Et on enchaîne sur Destiny 2, on voit que le 7700X et le 5800X 3D sont plutôt proches l'un d'autre au final, la différence n'est pas vraiment incroyable. On voit que le 12600K est un tout petit cran en dessous, ensuite suivi de très près par le 5600 et le 3600 qui par contre commencent à marquer un écart quand même significatif, en particulier avec la 4090. Pour Far Cry 6, c'est un petit peu la même histoire, on note quand même ici que le 7700X fait mieux que le 5800X 3D sur ce jeu-là. On voit aussi que le 12600K s'en sort très bien, par contre le 5600 et le 3600 sont un bon cran derrière. Final Fantasy XIV, alors comme bien souvent le 5800X 3D dans les MMORPG, il s'en sort vraiment très bien, même en 4K ici on voit qu'il met quand même une tollée à tout le monde. On voit quand même qu'entre le 5600 et le 7700X, il y a une belle augmentation de performance, mais sur ce jeu-là, le X3D reste intouchable. Pour Forza Horizon 5, on note que le 7700X et le 5800X 3D sont plus ou moins à égalité, c'est du niveau de la marge d'erreur à ce niveau-là, et on voit que le 12600K est un tout petit cran derrière, suivi du 5600 et du 3600 comme bien souvent. Alors sur Flight Simulator, le 5800X 3D fout une claque à tout le monde, ça on le sait, c'est un des jeux qui marche le mieux sur le 5800X 3D, et ça se voit malgré tout, le 7700X s'en sort plutôt pas mal, puisqu'il se retrouve légèrement devant le 12600K, par contre on voit que le 5600 était un tout petit cran derrière lui aussi, avec la nouvelle génération on gagne pas grand chose sur ce jeu-là. Pour Fortnite par contre, ici le 7700X est un bon petit cran au-dessus du 5800X 3D, et même par rapport au 12600K il marque une petite différence, toujours appréciable, même si on voit qu'une fois arrivé en 4K, tout ça c'est très proche l'un de l'autre. En ce qui concerne GTA V, alors j'ai quand même l'impression qu'on tape les limites du moteur ou des drivers sur ce jeu, puisqu'en gros tous les processeurs sont plus ou moins au même niveau, à part le 5600 et le 3600 qui sont un tout petit cran en dessous. Et au niveau de l'écart des performances, on est plus ou moins au niveau de la marge d'erreur, sur ce jeu-là ça change quasiment rien. Ensuite, Guild Wars 2, alors comme souvent, un MMORPG, le 5800X 3D aime les MMORPG et ça se voit, encore une fois, par rapport au 7700X, il est quand même un bon cran au-dessus, et même par rapport au 12600K, il maintient une distance plutôt confortable. Horizon Zero Dawn, alors c'est un jeu qui apprécie les Ryzen, ça on le sait, et ça se voit ici encore une fois. Par contre, on voit que sur ce jeu-là, le 7700X est devant le 5800X 3D d'une courte tête. Le 12600K est un petit cran en dessous même du 5600, donc c'est vraiment un jeu qui apprécie beaucoup les Ryzen. Pour le test processeur sur The Rift Breaker, on voit que que ce soit le 7700X, le 5800X 3D ou le 12600K, c'est relativement proche dans l'ensemble. Par contre, le 5600 et le 3600 sont un petit cran en dessous. Un autre nouveau jeu dans le panel, Rust, et Rust, on voit qu'encore une fois c'est un jeu qui apprécie particulièrement le 5800X 3D, puisqu'encore une fois il a un bon cran au-dessus de tous les autres. Ici on voit que le 7700X et le 12600K sont plus ou moins au coude à coude, avec les anciennes générations de Ryzen un petit cran derrière. Star Citizen, le 5800X 3D reste le roi pour l'instant sur ce jeu-là, avec le 7700X qui arrive un petit peu derrière, avec le 12600K et le 5600 qui sont plutôt au coude à coude en troisième position, et le Ryzen 3600 qui est bon dernier comme à chaque fois. StarCraft 2, on voit que c'est un jeu qui apprécie plutôt la nouvelle architecture d'AMD, puisqu'ici il est en tête, suivi de très près par le 5800X 3D, et enfin le 5600 et le 12600K un tout petit cran en dessous.
Pour Shadow of the Tomb Raider en 1080p en détail élevé, alors j'ai refait le test vraiment plein de fois puisque le 5800 Extrude a éclaté tout le monde en 1080p, ce qui était assez surprenant qu'il y ait un écart aussi important par rapport au 7700X et au 12600K, mais bon, hein, sur ce jeu-là, apparemment, sur la scène que j'utilise, le 5800 Extrude apprécie vraiment beaucoup. Et on voit que comme bien souvent, quand on augmente en résolution, et bien tout ça, ça se resserre énormément, avec au final une différence de performance plutôt minime une fois qu'on arrive en 4K. Pour Spider-Man en détail élevé encore une fois, eh bien c'est pareil ici, hein, le 5800 X3D s'en sort vraiment très bien en 1080p. Par contre on voit que le 12600K et le 7700X sont vraiment au coude à coude, avec le 5600 et le 3600 un petit cran derrière comme d'habitude. On observe quand même que comme bien souvent au niveau des 1% low, le 12600K est vraiment très bon. Ça on le sait, l'architecture de 12e génération et 13e génération chez Intel sont très efficaces au niveau des 1%. Ça se revoit ici comme bien souvent. Pour Star Wars The Old Republic, alors c'est un jeu qui est capé à 200 FPS, il faut le savoir. Du coup, ce que l'on note surtout quand on teste sur ce jeu, eh bien, ce sont les chutes de FPS. Et on voit que les 1% sont relativement bas sur ce jeu-là, puisque quand il y a beaucoup de personnes qui apparaissent à l'écran, eh bien le jeu a tendance à quand même saccader plutôt pas mal. Et ça se ressent ici, et on voit quand même que le 5800 X3D arrive à s'en sortir le mieux au niveau des chutes de FPS par rapport au 7700X et au 12600K. Pour Total War Warhammer 3, eh bien ici on voit que le 5800 X3D et le 7700K sont relativement proches, avec un avantage sur les 1% low en 1080p pour le 7700X. On voit aussi que le 12600K est un petit cran derrière, mais rien de dramatique, et on voit comme bien souvent qu'une fois arrivé en 4K, tout le monde est quasiment au même niveau. Pour Warhammer Vermintide 2, eh bien le 5800 X3D sur ce jeu-là s'en sort mieux que les autres. On a le 7700X et le 12600K un petit cran derrière et plutôt au coude à coude, et comme bien souvent les deux anciens Ryzen un petit cran derrière. Pour World of Warcraft, eh bien c'est assez surprenant, c'est un MMORPG et le 5800 X3D n'est pas premier, c'est assez rare pour être signalé. Malgré tout, on voit qu'il s'en sort vraiment plutôt pas mal, mais le 7700X se retrouve devant, le 12600K un petit cran derrière, le 5600 et le 3600 s'en sortent relativement bien aussi, mais on voit quand même qu'au niveau des 1% low, on arrive de plus en plus proche des 100 FPS. Et enfin sur Yakuza Like a Dragon, eh bien on voit que le 7700X et le 5800 X3D sont clairement au coude à coude, avec le 12600K un petit cran derrière, enfin c'est le classement plus ou moins habituel. Et une fois qu'on arrive au récap des performances, eh bien on note que sur ce panel de jeu, le 7700X et le 5800 X3D sont plutôt proches l'un de l'autre. On voit aussi qu'une fois arrivé en 4K, au final, tous les processeurs sont pas si loin que ça de l'un de l'autre, en dehors du 3600 qui marque le coup, qui est vraiment un petit cran derrière tous les autres. Et ce que je note aussi, c'est que la 4090 montre vraiment des écarts significatifs de performance entre les différents processeurs, ce qui n'était pas le cas à l'époque où je faisais mes tests avec la 6700 XT, où l'écart de performance se montrait beaucoup plus de la même façon qu'ici, mais en 720p. Eh bien on voit qu'avec la 4090, en 1080p et en 1440p, l'écart peut être quand même relativement conséquent. Alors, en ce qui concerne la consommation en full load sous Blender, c'est-à-dire quand tous les corps tournent à fond de balle, eh bien on voit que le 7700X est clairement en augmentation au niveau de la conso par rapport aux 8 corps de la génération précédente, puisque le 5800X 3D, lui, tourne aux alentours des 110 watts. On voit aussi que le 12600K, 125 watts, c'est plutôt correct, et c'est ce à quoi on s'attendait. Par contre, le 3600 consomme un petit peu plus que le 5600 dans cette tâche-là. Bon, rien de dramatique malgré tout. Et au niveau de la conso moyenne en jeu, et je rappelle bien que c'est une moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des jeux qui vont consommer plus et d'autres moins, eh bien on note que la consommation pour tous les processeurs chute en moyenne de façon assez drastique par rapport à Blender. Par exemple ici, le 7700X, on le retrouve à 86 watts de conso en moyenne, le 5800 X3D à 73 watts, le 12600K à 62, le 5600 à 64 et le 3600 à 55. On voit qu'on a des pics de consommation, certes plus élevés sur le 7700X, mais c'est pas dramatique non plus. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que la consommation en gaming, au final, alors c'est certes un petit peu plus élevé que sur la génération précédente pour le 7700X, mais on voit que même à stock, ça reste un niveau de conso plutôt correct dans l'ensemble. Et on voit aussi par exemple que le 12600K, en gaming, il ne tire pas trop sur les e-core, et au final, au niveau de sa conso purement en gaming, ça reste relativement raisonnable, et même un petit cran en dessous du 5800X 3D. Et en ce qui concerne les températures, eh bien en gaming, le 7700X, même à stock, on tourne aux alentours des 65 degrés avec des pics parfois à 70,
voire 75 degrés dans le pire des cas, ce qui reste des températures relativement normales dans l'ensemble. Au niveau du refroidissement, hein, c'est un Liquid Freezer 2 280 pour tous les processeurs qui ont été testés. Par exemple, le 3600, on tourne aux alentours des 45 degrés, le 5600 autour des 56, le 12600K aux alentours des 50 degrés en moyenne, et le 5800X3D c'est 55 degrés. Donc le 7700X est certes un petit cran au-dessus de tous les autres. Par contre, une fois qu'on passe celui-ci en mode éco, on retombe à 55 degrés. Au final, il a un comportement relativement classique en mode éco. Il y a vraiment qu'à stock où il est un petit peu plus chaud. Et encore, en gaming, hein, je trouve que ça reste plutôt correct. Par contre, en applicatif, alors c'est un petit peu plus problématique pour le 7700X. Effectivement, hein, on tape les 93-95 degrés, mais ça passe pas au-dessus. Et au niveau des performances, ça n'a pas l'air de limiter celui-ci. Mais bon, je pense que tout le monde n'aime pas vraiment voir son processeur chauffer autant. Et c'est bien pour ça que le mode éco fait beaucoup plus sens, puisqu'en mode éco, eh bien on passe à 90 watts de conso au lieu de 145 sous Blender, et on passe de 95 degrés à 65 degrés pour une perte de performance plutôt minime. Alors certes, la perte de performance en applicatif est un petit peu plus marquée qu'en gaming, mais encore une fois, c'est plutôt anecdotique. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, que penser de ce 7700X et de la plateforme AM5 dans son ensemble? Alors, en dehors des soucis de jeunesse au niveau de la gestion de la RAM, bon, par exemple, moi j'étais bloqué à 5800 MHz, j'aurais préféré que ça tourne à 6000. J'espère qu'avec les mises à jour de BIOS, on pourra au fil du temps avoir des améliorations à ce niveau-là, puisque là, pour le moment, c'est quand même relativement frustrant, surtout quand on paye sa DDR5 aussi cher. Mais bon, c'est pas un kit certifié par AMD. Bon bah du coup je fais avec à 5800 MHz. Au niveau des performances, alors en applicatif il n'y a pas grand chose à dire, par rapport au Ryzen 5000 c'est quand même plutôt pas mal, puisque bon je pense que le 7700X ici fait plus ou moins jeu égal avec le 5900X de la génération précédente, et on a quand même 4 corps de moins. Et en ce qui concerne le gaming c'est pareil, on voit que entre le 5600 et le 7700X, eh bien en gaming on a une belle évolution d'une génération à l'autre. Par contre le gros problème eh bien c'est qu'AMD n'est pas seul sur le marché, et on voit aussi qu'AMD se concurrence lui-même avec les performances en gaming, puisque le 5800X3D au final, ben, ça nous offre plus ou moins les mêmes performances que ce 7700X, et on n'a pas besoin de changer toute sa plateforme pour y avoir accès. Et c'est pas pour rien qu'au niveau des chiffres de vente à l'heure actuelle, par exemple en Allemagne, on l'a vu à plusieurs reprises, cette semaine c'est encore une fois la même chose, le processeur qui se vend le mieux à l'heure actuelle, eh bien c'est le 5800X3D. En plus de ça, AMD continue de baisser le tarif à l'étranger, en France c'est un petit peu moins évident, mais on voit des prix quand même assez compétitifs apparaître pour ce 5800X3D à l'étranger. En France on tourne aux alentours des 400 balles, ce qui reste assez élevé, mais au final, si vous êtes déjà sur la plateforme AM4, eh bien c'est ce qui vous coûtera le moins cher pour avoir accès à ce type de performance. Par contre, évidemment, c'est pour du gaming pur, puisque le 7700X en applicatif, bah, il faut une tollée au 5800X3D, hein, il n'y a vraiment pas, y a pas de lutte à ce niveau-là. On voit aussi que chez Intel, bah, le 12600K reste tout à fait compétitif, que ce soit en applicatif ou en gaming, il n'est pas très loin derrière, et c'est sans même parler de la génération 13, qui est largement plus intéressante au niveau du coût de la plateforme, et au niveau du coût des processeurs en eux-mêmes, hein. Le 13600K que l'on va tester la fois prochaine dans pas très longtemps, il coûte 100 balles de moins que le 7700X, et on sait tout de suite hein, qu'au niveau du gaming, ce sera compétitif, et au niveau de l'applicatif, le 13600K sera très probablement devant. Et c'est un petit peu le gros problème de la M5 dans son ensemble. Au final, hein, tout est plus ou moins 100 balles trop cher, que ce soit les processeurs ou les cartes mères. Tous les modèles devraient coûter 100 balles de moins, et là on aurait quelque chose d'un petit peu plus compétitif. Donc c'est vraiment dommage dans l'ensemble, hein, puisqu'au niveau des performances, il n'y a vraiment rien à dire, hein, ce sont de très bons processeurs, tout à fait compétitifs avec la concurrence, mais en fait ils ne se démarquent en rien, et au niveau du tarif, ils ne sont pas intéressants, ce qui fait que fort logiquement, hein, pas grand monde a envie de franchir le pas pour le moment. Reste à voir comment AMD va réagir, on a vu par exemple qu'à l'étranger aux États-Unis, chez Micro Center, il me semble que quand on achète un Ryzen 7700X et supérieur, ils offrent carrément 32 Go de RAM à 5600 MHz, ce qui est vraiment pas mal, et du coup ça rend la plateforme beaucoup plus intéressante dans ces conditions-là, mais bon, chez nous on n'a rien de tout ça pour le moment. Donc j'espère vraiment que les cartes mères vont baisser de prix, puisque le B650, la carte mère que j'ai acheté là à 250 balles,
Pour moi, hein, ça vaut pas du tout ce prix-là, hein. Ça devrait être une carte mère à 150 balles, comme je viens de le dire, ça devrait coûter 100 balles moins cher. Le 7700X, alors à 500 balles, il est pas du tout compétitif. À 400, comme je l'ai eu moi en fait, hein, bah, c'est compétitif, mais personnellement, ce serait pas mon premier choix à 400 balles non plus. C'est quand même hyper compliqué, donc j'espère vraiment qu'AMD va réajuster le tir au niveau des tarifs, puisque là, ça va pas du tout. Par contre, le Joker dans l'histoire, eh bien, ce sera très probablement le 7000X3D, alors que ce soit un 7800X3D, un 7700X3D ou n'importe quelle déclinaison, ça pourrait faire vraiment très mal hein, si les gains de performance sont similaires par rapport à la génération précédente, quand on était passé du 5800X au 5800X3D, on a vu que dans certains jeux, hein, la différence, même encore à l'heure actuelle, est assez énorme. Si on prend l'exemple de Flight Simulator, si le 7700X3D nous donne le même type de gain de perf, ça pourrait en faire encore une fois un excellent processeur qui excellerait dans certains types de jeux. On l'a vu dans plusieurs MMORPG par exemple, hein, le 5800X3D, il est quand même très impressionnant dans ces jeux-là. Et au niveau des reproches, bien évidemment, on a toujours cette histoire de consommation et de température, due à la bataille de zizi entre AMD et Intel. Encore une fois, hein, utilisez le mode éco ou bloquez la consommation maximale dans le BIOS, vous gagnerez énormément en température et en consommation, et au niveau des performances, vous perdrez vraiment pas grand-chose. Donc ça, plus les prix pas du tout intéressants, ben c'est vraiment dommage, et pour moi c'est quand même un lancement plutôt raté pour la M5. J'espère qu'AMD corrigera le tir assez rapidement. Par contre, c'est peut-être aussi quelque chose de voulu par AMD, hein, puisque, on le voit, AMD avait dit que la plateforme AM4, ce serait la plateforme d'entrée de gamme, et là, à ce niveau-là, en ce moment, hein, c'est clairement le vidage de stock le plus complet. Ça se vend comme des petits pains, hein. Le 5800X3D, meilleure vente en Allemagne au niveau des processeurs au détail, et on voit que toute la gamme Ryzen également se vend très bien. Et en plus de ça, AMD se permet même de vendre des jeux en bundle avec par exemple même le 5600, on vous offre Uncharted avec, enfin c'est vraiment un truc de fou, et très clairement ça se vend très bien, ça reste encore de très bons processeurs, et c'est peut-être là la stratégie d'AMD, de laisser les nouveaux processeurs à un tarif pas très intéressant en dehors de ceux qui vont bosser avec, et pour tous les autres, eh bien, on fait des petites promos sur les Ryzen 5000, ça permet d'écouler les stocks le plus rapidement possible, et à terme, eh bien, arriver avec des prix un petit peu plus compétitifs une fois que la RAM aura continué de baisser. Et là, la plateforme AM5 aura peut-être l'occasion de repartir un petit peu plus vite et avec des tarifs plus intéressants. Et on voit qu'au final, hein, c'est plus ou moins la même situation que ce que l'on retrouve du côté des GPU, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD. Il y a du gros stock de l'ancienne génération à écouler. Par contre, il faut quand même sortir les nouvelles générations, puisque bon, le calendrier ne s'arrête pas pour autant. Et du coup, on assiste à un numéro d'équilibriste assez étrange hein, de la part des différentes marques, où clairement, on essaye de vous écouler les vieilles générations le plus possible, tout en vous sortant des nouvelles générations à un tarif pas intéressant du tout, pour vous forcer quelque part à passer à la caisse sur les anciennes gènes. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, et j'espère que ce test vous aura plu. On se retrouve très rapidement aussi pour le test du 13600K, qui devrait arriver assez rapidement, hein. Le 7700X ça a été un petit peu plus compliqué pour plusieurs raisons, mais bon, comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire des trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!